L'héraldique, c'est la science des blasons. Vous savez, ces genres de jolis dessins codifiés qui, dans l'Europe médiévale puis moderne, permettaient d'être identifiés en tant que personne ou comme membre d'un groupe particulier ou d'une famille. Un blason, c'est un écu, donc un bouclier, rempli avec des dessins appelés les armes de son propriétaire. À ce blason visuel correspond une description orale appelée blasonnement, et le principe de l'héraldique, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre. Les blasons trouvent leurs origines dans les batailles qui ont lieu en Europe, aux alentours de la fin XIe, début XIIe siècle. Comme il y a de plus en plus de monde qui participe au combat, et qu'avec l'équipement on n'arrive pas à voir la tête des gens, au cœur de la mêlée, on ne sait plus vraiment qui est qui. Or, il est très important de se faire reconnaître durant la bataille, ne serait-ce que pour commander ses troupes ou savoir sur qui on tape. Et c'est pour ça que les chevaliers ont l'idée de se peindre le bouclier avec des couleurs et des figures géométriques. Ça marche tellement bien en fait qu'ils finissent par utiliser ces dessins partout et qu'ils deviennent une véritable marque d'identification. Le blason se mêle alors de généalogie. Il peut se combiner après un mariage ou une acquisition de terre, et le blason se transmet de père en fils aîné, les autres enfants reprenant les armes paternelles avec une subtile modification appelée brisure. Mais pour ne pas que ça devienne un bazar incompréhensible, la fonction de héros d'armes fait son apparition. Ce sont des spécialistes de l'identification des armoiries, auxquels on doit les règles tacites de création des blasons. Avec ces règles, plus ou moins respectées, chaque seigneur peut alors se faire son propre blason, suivant son goût, son sens artistique, ou même la mode en vogue à l'époque. On peut essayer de vanter un trait de caractère, faire référence à sa terre d'origine, et certains font même des jeux de mots avec les dessins de leur blason pour faire référence à leur propre nom. On appelle ça des armoiries parlantes. Et avec tout ça, on se retrouve avec un langage plutôt codifié qui permet de parler art, histoire et généalogie, tout en étant un moyen plutôt joli d'avoir un symbole à soi. Et si vous aussi, vous essayez de faire le vôtre? Avant tout, il nous faut des couleurs pour notre écu. En héraldique, elles sont réparties en 3 catégories. Il y a les métaux, or et argent, les émaux, azur, gueule, sable et sinople, et les fourrures, hermine et verre. Par contre, on ne pourra pas utiliser ces couleurs n'importe comment, et on devra respecter la règle de contrariété. Ne jamais superposer émail sur émail ou métal sur métal. Maintenant qu'on a les couleurs, il va falloir le remplir cet écu. D'abord, quelques petits mots de position pour s'y retrouver. Le chef est en haut, la pointe en bas, la dextre à gauche et la sénestre à droite. Et l'écu est divisé en 9 parties, chacune ayant un nom. Au début, on choisit le fond, appelé le champ. Il peut être plein, c'est-à-dire d'une seule couleur, ou partitionné, en étant coupé en 2, 3, 4 ou plus. Si vous n'avez pas envie d'avoir des traits droits pour séparer les couleurs, vous pouvez les modifier pour qu'elles soient courbes ou en dents de scie, en piochant dans cette liste d'adjectifs. Sur ce champ, on peut ensuite mettre nos figures, qui sont divisées en 2 catégories. Il y a d'abord les pièces, qui sont des sortes de formes géométriques. Il y en a des tas, mais je vous mets les plus courantes. Chaque fois que vous en utilisez une, vous devez préciser sa couleur et vous pouvez les personnaliser avec un adjectif. Comme avec les partitions, on peut changer la forme des traits, mais chaque pièce dispose aussi de quelques variantes qui lui sont propres. La deuxième catégorie, ce sont les meubles, qui sont des figures plus parlantes et qu'on peut placer un peu où on veut sur l'écu. Ces meubles sont tirés de la géométrie, de la faune existante ou imaginaire, de la flore, du corps humain ou même des objets fabriqués par l'homme. Comme pour les pièces, utiliser un meuble implique de préciser sa couleur et vous pouvez le personnaliser. Quand on utilise un meuble, on doit indiquer le nombre de fois qu'il apparaît et son nom. Ces 2 informations donnent ce qu'on appelle la position du meuble, c'est-à-dire son emplacement naturel et son aspect. Si on ne précise rien, cela signifie que les meubles mentionnés sont à leur emplacement logique, déterminé par le nombre de ces meubles, et sous leur aspect canonique, chaque meuble ayant une façon classique d'être représenté. Avec certaines tournures, on peut modifier l'emplacement du ou des meubles, et on donne alors sa situation. Avec d'autres adjectifs, on peut préciser l'aspect du meuble, et alors c'est sa disposition qui est donnée.
Enfin, on peut même combiner meubles et pièces à l'aide de formules toutes faites pour les mettre côte à côte ou les superposer. Et voilà, avec ce qu'on a vu et ce que je vous ai montré, vous avez les principes de base pour créer votre écu avec vos armes dessus. Maintenant, il vous faut surtout du vocabulaire d'héraldique pour pouvoir faire le vôtre sur mesure. Donc, je vous fais défiler des possibilités de partitions, de pièces ou de meubles, à chaque fois avec les petites modifications que l'on peut faire selon les goûts de chacun. C'est bon? Vous avez votre écu armorié en tête? Désormais, il ne reste plus qu'à le blasonner, c'est-à-dire décrire de façon organisée ce qui se trouve sur l'écu. Pour ce faire, la règle est qu'on décrit toujours du chef vers la pointe, de dextre à sénestre et du fond vers le devant. Classiquement, ça donne un truc comme ça. On commence par le champ en utilisant la particule de, puis on décrit successivement dans l'ordre les différentes figures en les faisant précéder de la particule a, en mettant à chaque fois les couleurs et les adjectifs qui se rapportent à chaque figure. Mais le mieux pour que vous voyiez bien la technique et les nuances, c'est que je vous fasse quelques exemples. Prenons le blason du Limousin par exemple, il est d'hermine à la bordure de gueule. On peut le modifier en chargeant par exemple la bordure avec 8 besants d'argent disposés en orle ou en ajoutant un franc quartier échiqueté de sable et d'or. La Lorraine est d'or à la bande de gueule chargée de 3 alérions d'argent. On peut, si on veut, créneler la bande et l'accompagner de 2 chausses-trappes de sinople. La Flandre est d'or au lion de sable lampassé et armé de gueule. Pourquoi ne pas la faire partie de sinople à la gerbe d'or et d'or au lion de sable lampassé et armé de gueule? Ou mettre 2 lions de sable armés et lampassés de gueule affrontés et un chef cannelé de gueule? Le Poitou est simplement de gueule aux 6 tours d'argent. On peut poser les tours en 2-2-2 ou tenter une folie. Tiercé en perles, d'or aux 5 tours de gueule posés 3-2, de gueule aux 2 tours d'argent et d'azur à la tour d'or. Et quid des blasons inventés pour les films et les livres? Prenons les Tully de Game of Thrones. Leur blason est d'azur à la jumelle d'argent ondée et au chef de gueule chargé d'une truite d'argent bondissante. Et le blason de Poufsouffle dans Harry Potter, il est écartelé de sable et d'or, au blaireau de sable regardant, brochant sur le tout. Pour ceux qui ont lu les récits du Disque Monde de Terry Pratchett, le blason de la capitale est un enfer, mais on peut essayer. Écartelé au 1 de sinople, aux 7 choux de sinople posés 2-3-2, aux 2 et 3 d'argent à la bourse d'or, aux 4 de sable, à la rivière courante en barre d'azur et à la tour d'argent maçonnée de sable brochant sur le tout. Vous avez compris le principe? Une fois que vous connaissez le nom de vos pièces et figures, ainsi que les adjectifs qui peuvent s'y référer, et qui peuvent se trouver facilement sur Internet, vous êtes en mesure de faire presque tout ce que vous voulez. Vous êtes désormais en mesure de lire les écus que vous pourrez croiser sur votre route, et vous êtes même capable d'en faire un à vous sur mesure. Et avec ça, vous avez l'essentiel, en bref.